Si jamais tu veux un t-shirt ou un pull Starliner, enfin plutôt Stucklicker, n'hésite pas à regarder dans la description. Je vais vous poser une simple question. On va dire que vous avez ou souhaitez faire une fusée. D'après vous, c'est quoi que vous retiendrez le plus? Est-ce que c'est le lancement où pendant moins de 2 minutes, votre fusée sera dans le ciel avant d'atteindre très rapidement le sol de la manière qu'elle et elle seule va décider? Ou est-ce que vous allez principalement retenir les centaines voire milliers d'heures que vous avez investies vous et votre équipe pour y arriver? Et est-ce que vous pensez que lorsque vous dépenserez autant d'énergie pour mettre en œuvre votre projet, vous aurez le temps de filmer ou même simplement de rendre justice à tout ce travail qui a été fourni par vous, vos équipiers et votre club, tout en réussissant à le partager correctement? Personnellement, j'ai essayé et c'est pas simple. Dans cette série de vidéos, car oui, il y en aura plusieurs, je vais vous montrer l'envers du décor des projets de fusées étudiants français. Je vais m'efforcer de vous présenter ce qu'on n'a pas eu le temps ou les moyens de vous montrer, et je vais mettre l'accent sur les plus grosses galères et les plus belles réussites des différents clubs de fusée. Je vous souhaite un bon visionnage. Le CLES Facile est une association de fusées de l'école d'ingénieurs INSA Lyon, mais pas exclusivement. Située à pas Lyon car c'est Villeurbanne, au nord-est de Lyon, elle a été fondée en 1967, 3 mois avant la première campagne de lancement nationale. Et en 3 mois, leurs membres ont fabriqué leur première fusée nommée Iphigénie. À l'origine, cette association était nommée le Facile, pour Fusée Astronautique Club de l'INSA de Lyon. C'est vraiment une phrase pour faire un acronyme. Elle a fusionné en 1983 avec une autre association fondée 3 ans plus tôt, nommée le CLES, pour Club Lyonnais d'Expérimentation Spatiale, ce qui a donné le CLES Facile. Et c'est l'une des associations de fusées françaises qui a la plus longue période d'activité avec presque 57 ans au compteur. Ils ont donc une histoire riche et assez incroyable. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet de cette vidéo, c'est les projets présents de l'association, même s'il y aura un petit bonus à la fin. Le local de leur association est incroyable de bien des manières. C'est littéralement une caverne d'Ali Baba. Si vous le souhaitez, vous aurez le lien vers une vidéo bonus à la fin de cette vidéo, qui est un tour du local de l'INSA par Rafik. Rafik est un bénévole de Planète Science, mais surtout un ancien du CLES, qui a notamment participé à la création du CANSAT Altaïr en 2010. Aujourd'hui, le CLES, c'est des étudiants de toutes filières et de tous horizons, pas uniquement de l'INSA. Toutes les écoles du campus peuvent participer aux activités de l'association. Vous aurez beaucoup d'étudiants internationaux dans l'association, et on y parle la plupart du temps en anglais. Comme toute association, le CLES Facile a des membres expérimentés et des nouveaux. En général, il est préférable que les nouveaux membres d'une association se fassent la main sur des projets plus simples, pendant que les membres plus expérimentés se cassent la tête sur des challenges plus compliqués, sans oublier d'en profiter pour former les nouveaux. Dans le cadre du C-Space 2023, le CLES Facile présentera 3 mini-fusées en RCE3. La mini-fusée Hyperion était prête en 2023, mais elle n'a pas pu voler car ses membres avaient eu un empêchement. L'objectif de Hyperion était de tester un système d'ouverture du parachute assez spécial, en utilisant 3 pétales se séparant autour du parachute. Les pétales sont maintenus serrés dans 2 goulottes, d'un côté avec la coiffe et de l'autre avec le corps de la fusée. 3 tiges en métal maintiennent la coiffe en compression avec l'aide d'un disque rotatif et d'un servomoteur pour libérer les tiges et donc la coiffe et le reste. La seconde mini-fusée, nommée VIT, porte elle très bien son nom, car elle a été fabriquée quelques semaines à peine avant la RCE3. C'est donc le digne successeur de la première fusée de l'association, Iphigénie. Et enfin, la dernière mini-fusée, c'était Queen's Game. Queen's Game était composée d'une équipe qui faisait leur travail. Ils étaient en avance et faisaient apparemment tout comme il fallait. Mais trop bien faire peut être un défaut, car ils étaient tellement autonomes que les anciens et Planète Science ne leur avaient pas dit qu'il fallait venir en RCE3
avec une ouverture de parachute opérationnelle. Enfin, je dis ça, mais s'ils avaient regardé cette vidéo, ils auraient eu l'info. Donc, ils n'avaient pas ramené leur parachute en RCE3. Et leur circuit imprimé ne fonctionnait plus pendant la RCE. Donc, la fusée n'a pas été validée. Mais c'est pas ce qui va les arrêter, vous verrez. Bon, en plus de ça, un autre projet de mini-fusée a été abandonné durant l'année. Et c'est absolument pas choquant, ça arrive dans toutes les associations. Atreide, c'est le nom du projet fusée expérimentale du CLES. Ce projet a été entamé en 2021. Il a pour objectif de tester un système anti-roulis avec un volant d'inertie, une télémétrie longue portée et un contrôleur de vol qui est équipé d'une IMU pour mesurer les accélérations, la vitesse de rotation et même l'orientation du champ magnétique. Lors de l'année 2021-2022, le projet a principalement maturé et à la fin de cette année, il n'était clairement pas prêt et peu avancé. Même la mécanique n'avait pas été commencée et à l'époque, l'ouverture du parachute était prévue via une trappe. Mais en 2022, le projet reprend du poil de la bête avec l'arrivée de Quentin en président du club. Sur la partie mécanique de la fusée, Quentin a décidé de changer la trappe par un système d'ouverture par double demi-coiffe, comme les coiffes de lanceurs de satellites. À l'origine, le système de demi-coiffe utilisait un solénoïde. Un solénoïde, c'est une bobine de fil placée autour d'une tige en métal qu'on appelle un plongeur. Lorsqu'on applique le courant dans la bobine, on crée un champ magnétique qui va déplacer le plongeur. Et lorsqu'on n'applique plus le courant, le plongeur revient dans sa position avec l'aide d'un ressort. L'idée était donc d'utiliser un plongeur comme une goupille. Cette goupille devait permettre de maintenir en place les deux demi-coiffes et de les séparer à l'apogée. Sauf que le solénoïde ne séparait pas de manière fiable les deux demi-coiffes. En plus, pour s'assurer que la coiffe s'ouvre de manière franche, règle REC 1 du cahier des charges, des ressorts ont été installés dans la coiffe, mettant en permanence le plongeur en contact franc avec les bords de la coiffe. Le solénoïde n'avait donc aucune chance de fonctionner. Ainsi, le design a été modifié. Au lieu d'utiliser une bobine pour déplacer un plongeur, on utilisera une bobine pour annuler un champ magnétique. Vous avez tous probablement déjà utilisé des portes à serrure magnétique, comme dans les mairies ou les portes d'immeubles. Ils sont en fait composés d'un aimant permanent très puissant et d'une bobine comme notre solénoïde. Cette bobine est activée uniquement lorsqu'on souhaite ouvrir le système. Dans l'état au repos, l'aimant permanent maintient en place une plaque en métal. Mais lorsqu'on fait passer du courant dans la bobine, on crée un second champ magnétique inverse qui annule le premier, ce qui permet d'ouvrir la coiffe. Et on appelle ça une ventouse magnétique. Parenthèse. Du côté des bénévoles Planète Science, on sait très bien que les aimants comme ça, c'est pas la technologie la plus simple. Il faut généralement une tension conséquente, du 12 ou 24 volts, ce qui nécessite un MOVSET ou un relais pour l'activer. Et à chaque dixième de millimètre d'écartement entre la partie métallique et la ventouse, la force est réduite drastiquement. Si la plaque se décale d'un dixième de millimètre, vous perdez 70% de la force de retenue. Et un autre dixième de millimètre plus tard, vous avez quasiment rien. C'est ce qui rend ce système notoire pour s'ouvrir spontanément avec très peu d'efforts, ou ne simplement pas s'ouvrir du tout quand on n'a plus de batterie. En plus de ce problème, l'aimant permanent peut aussi perdre dans son efficacité quand il chauffe. Et quand on fait des tests avec une bobine, ça chauffe. Le CLES avait déjà fait des tests avec des ventouses et des servomoteurs. Donc ils connaissent les avantages et inconvénients, et ils ont trouvé que dans leur cas, la bonne solution, c'était la ventouse. Cette parenthèse s'adresse surtout aux personnes qui n'en ont jamais utilisé et pensent que c'est simple et que ça n'a aucun inconvénient. Ça ne l'est pas. Fin de la parenthèse. Un peu plus bas, entre la base de la coiffe et le parachute, on trouve une pièce imprimée en 3D. Cette pièce empêche le parachute de s'emmêler dans les charnières qui maintiennent les deux demi-coiffes en place, tout en permettant au parachute d'être fixé sur le U qui le relie au corps de la fusée. Le parachute, quant à lui, a été fabriqué par un parachutiste extérieur au CLES qui fabrique lui-même ses parachutes. Les charnières utilisées sont des charnières IKEA qui s'ouvrent à 153 degrés. Elles ont l'énorme avantage d'être ajustables, ce qui facilite énormément l'installation comparée à des charnières classiques. Et en plus, elles ne sont pas chères. Mais elles ont forcément un désavantage.
Sur vos battants de meubles, vous avez 2 positions d'équilibre. Et ces charnières sont équipées de ressorts pour maintenir ces positions. Or, sur une Fusex, vous voulez une ouverture franche et libre. Donc il a fallu arracher tous les ressorts avec un marteau et un burin, alors qu'ils sont assez difficiles à accéder et qu'il ne faut pas endommager le reste de la charnière. À l'opposé de la fusée, on trouvera les ailerons. Fabriqués dans une plaque d'aluminium de 2 mm d'épaisseur, ils sont quant à eux fixés sur la peau, elle aussi en aluminium, avec l'aide de 21 vis. 7 vis pour tenir les ailerons et 2 rangées de 7 vis pour se fixer sur le fuselage. Des profilés font la jonction avec le fuselage. Ils ont été formés avec l'aide d'un marteau pour obtenir une forme épousant la courbure de la fusée. Ces ailerons étaient prévus pour être immenses, car le centre de gravité de la fusée n'était pas défini précisément. Ils ont été un peu réduits en taille par la suite, mais ils donnent tellement de stabilité à la fusée que celle-ci restera stable même sans sa double coiffe. À retenir pour plus tard. Entre les ailerons, le moteur fusée est quant à lui maintenu par 2 plaques en aluminium usinées pour le maintenir et le centrer. La plaque inférieure était à l'origine trop juste pour le moteur et a dû être corrigée. Enfin, concernant la peinture, plusieurs designs ont été soumis à un vote et c'est ce design qui a été retenu. Pour que ce design prenne forme, il a été entamé avec une base en blanc, puis après avoir posé des scotch de peintre, une seconde passe en dégradé, en écartant la bombe de peinture le long de la pose. Les ailerons ont ensuite été peints séparément avec du violet, puis du noir. Et en plus de tout ça, on peut saupoudrer le tout avec 2 patins en pomme, pour polio, comme la maladie, xyméthylène. C'est un plastique très glissant et résistant, parfait pour glisser dans la rampe de lancement. Voilà, la partie mécanique de la fusée est donc terminée. Mais une Fusex sans son électronique, c'est comme une coquille vide. Je rappelle quand même que sans l'expérience, vous n'êtes pas autorisé à voler. En 2023, l'électronique de Atreides était composée de 5 PCB. Un PCB vertical avec des connecteurs sub-D faisait office de bus sur lequel étaient connectés les fils qui venaient de la fusée, comme par exemple les interrupteurs et les LED de l'interface situées juste au-dessus. Les 4 autres PCB étaient alors installés sur celui-ci. Le premier PCB était celui de la télémétrie, sur lequel un module avec une antenne était placé pour transmettre les données de l'expérience en 868 MHz. Le second PCB est le séquenceur. C'est lui qui détecte le départ de la fusée avec l'aide d'une prise jack et qui déclenche l'ouverture de l'électroaimant avec la batterie 12 volts et un MOSFET qui bloque ou laisse passer le courant. Le troisième PCB était composé d'un support pour un accéléromètre-gyromètre et magnétomètre MPU 9250. Et enfin, le dernier PCB était l'expérience, qui était composé d'un STM32 type Black Pill pour contrôler le volant d'inertie et une carte SD pour stocker les données. Dans le but de ne pas faire tourner le volant d'inertie durant la propulsion du moteur, voir la vidéo sur le cahier des charges, une seconde prise jack est placée à côté de la première pour détecter le décollage. Les PCB étaient maintenus par le bas par une série de bras qui évoquent la coque d'un bateau. Les PCB peuvent être branchés au PCB bus via la trappe d'accès. Sur cette plaque d'accès est fixée une caméra type GoPro qui est activée juste avant le lancement. Tout ce système a été amené au C-Space 2023, mais il n'a pas fonctionné comme il aurait dû, ce qui a en partie causé le retard du lancement à l'année 2024. Mais en un an, le PCB a bien évolué. Le PCB bus a été éliminé et les cartes ont été placées les unes au-dessus des autres avec des entretoises pour PCB afin de garantir la rigidité dans l'axe vertical, même vers le haut, contrairement à la solution précédente. Le premier PCB reste le PCB TLM et le second reste aussi le PCB séquenceur. Mais cette fois-ci, c'est une exacte copie du PCB de la mainboard, située juste en dessous. Pour rappel, la mainboard contient le capteur MPU 9250 et le capteur de pression et température BMP 280. Il contient aussi le STM32 et la carte SD. Le séquenceur, quant à lui, utilise une Arduino Nano. Et en utilisant le même PCB avec l'Arduino Nano, on peut adapter la même carte pour actionner le MOSFET et donc la ventouse magnétique. Enfin, le dernier PCB est apparu pour cause de nécessité. En effet, il n'y avait pas de librairie compatible avec le STM32 pour contrôler le moteur. Donc pour résoudre le problème, une troisième copie du PCB mainboard avec une Arduino Nano
effectuer la traduction entre les commandes du Blackpill et le VESC. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi le VESC? Eh bien, il n'existe pas de moteur sans balai directement compatible avec un microcontrôleur comme le STM32 ou les Arduino. Il faut utiliser ce qu'on appelle un ESC pour Electronic Speed Controller, qui va s'occuper de gérer le moteur et de le maintenir à la vitesse ou au couple qu'on lui demande. Sauf que notre moteur là, il a besoin de beaucoup de puissance. Donc un gros ESC a été choisi, un VESC pour 250 ampères. Il prend des commandes en UART et il peut même être testé via Bluetooth. Bluetooth qui doit être désactivé avant le vol. C'est dans le cahier des charges, voir cette vidéo. Enfin, la roue d'inertie est piégée entre deux roulements à billes coniques. Elle est entraînée par un moteur sans balai qui possède aussi un capteur à effet Hall pour déterminer la vitesse de rotation et la retransmettre au VESC. Une grande partie des pièces de cet assemblage est imprimée en 3D. Mais la jonction entre le volant d'inertie et le moteur a été usinée via une fraiseuse numérique, car son homologue en impression 3D n'avait pas survécu. Toute cette puissance est tirée depuis deux batteries qui alimentent le moteur. Le VESC fait office de BMS, pour Battery Management System, qui coupe la batterie LiPo avant qu'elle ne puisse être endommagée et de poser un risque d'explosion. Deux autres batteries et des BMS associés sont utilisés pour alimenter respectivement le séquenceur et le reste de l'électronique. Voilà, on a fait le tour de la fusée. Ça, c'est ce qui est prévu de voler à l'aube du C-Space 2024. Mais avant de pouvoir voler, il faut obtenir son ticket. La fusée arrive en RCE3 sans son électronique, qui arrivera plus tard car décidément Julie ne sait pas prendre un train à l'heure. Alors, à retenir. La fusée passera les tests et elle obtient son billet pour le C-Space. C'est bientôt le grand départ pour le C-Space. Pour rappel, le C-Space 2024 s'est déroulé dans la ville de Gers. Donc il faut transférer la fusée et le matériel qui sont situés à Lyon jusqu'à Gers. Mais il n'y avait pas assez de conducteurs pour toutes les voitures. Donc Julie m'a demandé de l'aider comme conducteur. Moi dans l'histoire, j'habite vers Paris, et Julie aussi. Donc on doit prendre le train direction Lyon. Sauf qu'on s'est indépendamment, chacun chez nous, pas réveillé à l'heure. Et on a raté notre train. Car évidemment, la meilleure manière de commencer une semaine au C-Space, c'est d'avoir une galère avant même d'y être arrivé. Donc on a pris le train suivant, qui était beaucoup plus cher, pour une fois qu'il est parti à l'heure le train, et arrivé à Lyon en début d'après-midi, on a chargé le matériel dans la voiture, et on est parti. Sauf que le second conducteur qui devait nous accompagner était parti plus tôt ce matin-là. Donc j'ai fait les 9 heures de route comme seul conducteur de la voiture. Et en plus, après une journée complète de conduite, à 23 heures le soir, on reçoit un message du conducteur de la troisième voiture qui doit partir le lendemain. La voiture s'est plantée dans un rond-point. Alors, rassurez-vous, c'était que de la tôle froissée et une jambe pliée. Personne n'a été blessé. Mais sérieusement, c'est pas à faire. Et je pense qu'un des plus gros risques liés au C-Space, c'est un accident de voiture. Surtout que généralement, on est fatigué car on a passé la journée précédente à rusher. Et ce genre d'accident est encore plus probable en état de fatigue. Ce soir-là, donc, il était prévu que je dépose Julie à son camping. On peut loger au C-Space, mais c'est assez cher et certaines assos font le choix de prendre un autre logement dans la zone. Sauf que ça peut rajouter de la complexité. Là, dans notre cas, le camping n'était plus ouvert et ils n'ont pas accepté de nous attendre aussi tard. Cette bonne première journée s'est soldée par un dépôt à l'hôtel d'une Julie et moi j'ai pu profiter de ma nuit douillette au camp car j'étais bénévole, donc je paye pas le logement. Et le pire, c'est que ça sera pas la journée la plus fatigante. Après une nuit trop courte, on va au camping pour obtenir les clés et le pass. Les membres du club toujours à Lyon trouvent une voiture de location pour embarquer le reste du matériel et la fusée. Et tout ce beau monde s'installe le dimanche pour commencer à préparer la fusée pour les contrôles mécaniques. En général, on va faire les contrôles mécaniques de la fusée le plus tôt possible, car on ne peut pas enlever un aileron ou le désactiver quand ça ne marche pas, alors qu'une électronique défaillante, si elle n'est pas nécessaire au parachute, n'empêche pas de lancer la fusée pour cause de sécurité. La validation mécanique s'est donc plutôt bien passée, sauf pour la rétention moteur. Lorsque la fusée est mise en rampe par les pyrotechniciens,
Le moteur doit être maintenu dans le corps de la fusée pour ne pas simplement tomber par terre. L'idée était d'utiliser une tige filetée avec 2 écrous et une petite plaque en aluminium qui tourne pour maintenir le moteur dans son logement. Il suffisait de tourner l'écrou au-dessus de la plaque avec une clé pour la fixer dans la bonne position. Mais la longueur de cette plaque a été changée plusieurs fois, car elle impactait la flamme du moteur. Et en plus, la forme de cette plaque gênait cette rotation, car elle frottait contre le fuselage et une vis d'un aileron. Pour éviter ce problème, la plaque a été arrondie et les dernières vis en bas des ailerons ont été enlevées. Les ailerons étaient donc fixés sur 18 vis au lieu de 21, mais c'était largement suffisant pour résister au vol et aux qualifications. Ce qui n'a pas trop résisté aux qualifications par contre, c'était le parachute. En effet, il s'était déchiré lors des tests de résistance. C'était bien la peine de demander à un parachutiste. D'ailleurs, rappelez-moi de ne jamais sauter en parachute à Lyon. Après rafistolage et amélioration, le parachute sera finalement validé mécaniquement le mercredi. Bon, je pense que vous en doutez, la partie électronique au C-Space n'a pas été de tout repos. Ça ne l'est quasiment jamais, surtout avec une expérience aussi complexe. Déjà, la télémétrie n'a pas eu le temps d'être finie. Ce n'était pas nécessaire au vol, et il y avait d'autres problèmes plus urgents. Donc la puce TELEM, à 60 € quand même, n'a pas été placée sur le PCB. Le séquenceur quant à lui fonctionnait très bien depuis la RCE3, rien à redire. Mais concernant l'expérience du volant d'inertie, c'était pas nominalement nominal. Déjà, il y avait le VESC. Le problème, c'est que c'est un contrôleur de vitesse moteur qui, à l'origine, est conçu pour des skateboards électriques. Donc ça n'est pas un variateur de vitesse qui prend des commandes classiques comme le PWM. Et pour communiquer avec lui, on utilise une bibliothèque déjà existante pour ne pas passer des heures à coder un protocole de communication. Sauf que cette librairie existait sur Arduino, mais pas sur Blackpill. Donc il y a une Arduino qui devait faire la liaison entre la Blackpill et le VESC. Sauf qu'une Arduino Nano, ça n'a qu'un seul UART, contrairement à beaucoup d'autres microcontrôleurs. Donc on ne peut pas communiquer avec la Blackpill et le VESC en même temps. Donc au final, l'Arduino avait le contrôle total sur le VESC, et aucune liaison avec la Blackpill. Avec l'aide d'une seconde prise jack, l'Arduino demande au VESC de s'allumer et d'atteindre une certaine vitesse prédéfinie à un moment donné. Et tout ça n'est pas transmis à la Blackpill. Tout ce qu'elle va voir, c'est la réaction avec le gyro. Au final, ça n'aura pas eu énormément d'importance. Durant le développement de la roue à inertie, le moteur avait déjà été endommagé une fois et a dû être remplacé. Plus précisément à cause du capteur à effet Hall qui servait à mesurer la vitesse du moteur. Et bien ce moteur de remplacement, le mercredi dans la nuit, donc dans le camping, il a rendu l'âme. C'était le dernier moteur, donc il n'y a plus d'expérience. Enfin, ça c'est ce que l'équipe se dit. C'était une semaine très éprouvante. Tout le monde est à bout, et cette dernière goutte fait déborder le vase. Sauf qu'il y a toujours la Blackpill, ses capteurs et la carte SD qui fonctionnent. Même sans volant d'inertie ou télémétrie, il y a toujours une partie de l'expérience fonctionnelle. On est le jeudi matin, je suis sur la base et j'ai absolument aucune idée de ce qu'il vient de se passer. Sauf qu'on ne voit personne arriver sur le stand du CLES et on s'est fortement inquiété. Après une série de longs appels de Rafik, moi et d'autres, il a fallu pas mal de persuasion pour réussir à les faire revenir. Ils sont revenus pour essayer de qualifier la fusée dans l'état, et aussi pour qualifier la mini-fusée qui devait être qualifiée. À partir du jeudi midi, c'est la mort subite. Si vous ne passez pas une seule qualification du premier coup, vous ne volez pas. Pas de seconde chance. Heureusement, il ne restait plus que la dernière étape pour Atreides, le vol simulé. Le vol simulé, c'est une répétition de la mise en œuvre de la fusée et du vol en secouant la fusée et en ouvrant complètement le parachute. C'est vraiment une dernière répétition complète pour vérifier qu'on n'a rien oublié. La veille au soir, le vol simulé ne s'était pas super bien terminé. Quentin, qui secouait la fusée, a appuyé sur un interrupteur sans le vouloir et a désactivé l'expérience. Le contrôleur s'est alors un peu énervé, mais la fusée ne l'entendait pas de cette oreille, et la coiffe s'est ouverte dans la face du contrôleur qui leur a dit de revenir le lendemain. Le lendemain, justement, le vol se passe bien. Pas sans un peu de stress, mais ça passe. La fusée est qualifiée, et l'équipe peut se préparer. Sauf qu'ils ont été qualifiés dans les derniers. Il y avait encore 2 autres équipes après, mais lors de ce C-Space, c'était très tendu. On leur dit alors de revenir le lendemain matin à 9 h.
et on aura jusqu'à midi pour lancer 5 fusées expérimentales. L'équipe d'Atreides va alors en profiter pour se détendre un peu. Et nous, on va faire pareil en parlant un peu des mini-fusées de l'association. Pour rappel, il y avait 2 mini-fusées de qualifiés, Hyperion et Vite. Hyperion a été qualifié et lancé le mardi après-midi, et le vol a failli finir en balistique. Pour rappel, Hyperion utilise un système de récupération avec 3 pétales qui se séparent autour du parachute. Mais pour garantir une ouverture franche, le parachute est mis en compression avec des élastiques fixés sur 2 tiges, en direction d'une pétale. Mais la compression, ça crée du frottement. Et la pétale, lors de la séparation, est restée bloquée avec la coiffe. Comme la coiffe est montée avec les 3 tiges, le tout est resté bloqué dans cette configuration pendant un petit moment, avant que, heureusement, le parachute se déloge et amène doucement la fusée vers le sol. La fusée Vite, qui pour rappel a été faite très rapidement, fera un balistique, mais elle restera très peu endommagée par son vol. Enfin, nous allons parler de l'imposteur. Queen's Game, c'était la minif qui n'avait pas été qualifiée lors de la RCE 3 par un concours de circonstances malheureux. Donc comme le Claes dorme en camping, l'équipe de Queen's Game a pu venir au C-Space pour essayer de négocier un lancement. Planet Science prendra une décision remplie de sagesse. À ce moment-là, le projet Atreides était clairement en galère et en manque de motivation. Donc ils ont dit que c'était pas un problème de qualifier Queen's Game, tant qu'Atreides est qualifié avant. Ça veut dire que tout d'un coup, on a 2 équipes, donc la grande majorité de l'association, qui ont exactement les mêmes objectifs, faire voler cette fusex. Et ça a grandement contribué à la qualification d'Atreides. Même si malheureusement, on n'aura jamais le temps de lancer Queen's Game, qui sera donc lancé l'année prochaine, en 2025. En parlant de lancement, c'est le grand jour pour Atreides. Le créneau, à l'origine à 9 h le vendredi, avait été avancé à 8 h. On a donc dû les appeler aux aurores ce matin-là pour leur dire d'arriver plus tôt. Vous me direz que l'année dernière, dans le même créneau, on avait lancé 6 fusex, avec d'ailleurs la fusée de mon association en avant-dernière. Sauf qu'on savait très bien que ce vendredi-ci, la météo ne serait pas de notre côté. On aura rarement vu un vendredi aussi pourri au C-Space. Les 2 premières fusées sont bel et bien parties, mais à partir de 10 h, la météo a commencé à faire des siennes, et on s'est pris pluie sur pluie. Pendant ce temps-là, les fusées attendaient sur la rampe, allumées sous la pluie. Une éclaircie s'est enfin présentée, mais maintenant c'était au vent de nous bloquer. Le vent est constamment resté à la limite de l'autorisation, mais les rafales, elles, étaient trop fortes. Après considération de la sauvegarde, le projet du CLES a l'autorisation de décoller. Les pyros mettent en place le moteur très rapidement, et la fusée décolle enfin après 3 ans de dur labeur. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. On voit bien sur les images que la fusée s'est prise une forte rafale en sortie de rampe. Cette rafale a légèrement couché la fusée. Peu de temps après,
Alors que la fusée venait de rentrer dans les nuages, on a entendu un énorme bruit. Après ça, quelques personnes verront un trait orange, de la couleur du parachute, qui est tombé au loin. Des drones ont été envoyés dans le but de localiser la fusée, mais rien n'a été vu depuis les airs. Après ce lancement, les conditions météo n'ont cessé d'empirer, et les autres équipes n'ont pas pu lancer leur fusée, pourtant mise en rampe. L'après-midi, l'équipe est allée chercher la fusée dans la direction approximative donnée par les témoins. Mais jusqu'à ce jour, elle n'a toujours pas été retrouvée. À partir des différentes vidéos et témoignages du vol, on peut faire plusieurs hypothèses. Avec la vitesse du son et la trajectoire calculée de la fusée, on sait que le bruit qu'on entendait doit avoir eu lieu avant l'apogée, une dizaine de secondes environ. La coiffe a dû être ouverte avec un vent très violent, et les deux demi-coiffes ont dû être rapidement arrachées, donnant le bruit qu'on a entendu. Le parachute s'est donc retrouvé plaqué violemment contre le corps de la fusée, qui, on se le rappelle, reste stable même sans la coiffe. Le parachute a donc pu rester bloqué, entourant la fusée et le rendant complètement inutile. Ça correspond aussi très bien à ce que les témoins disent avoir vu. Une traînée orange, le parachute orange, coincé autour de sa fusée plongeant inéluctablement vers le sol. Ça n'est pas la fin la plus heureuse. Mais le but d'un projet Fusex, ça n'est pas de revenir, c'est de quitter la rampe. Et c'est tout ce qui importe. Et il n'est pas impossible qu'un jour un fermier ou un militaire de la base tombe sur un petit bout de nylon orange incrusté dans le sol, déterrant ainsi le travail acharné d'une dizaine d'étudiants pendant près de 3 ans. C'est ce genre de projet qui, malgré toutes les résistances rencontrées, réussissent à lancer. Ce genre de projet qui nous permet d'avancer et d'apprendre pour que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs, et surtout, même si la fusée, elle, est bel et bien partie, les connaissances et les expériences accumulées, elles, restent fermement ancrées chez les membres du CLES. Moi, mon but vraiment cette année, c'est juste de pérenniser l'assaut. J'ai aucun autre but. Moi, j'ai envie de faire perdurer cet assaut, donc chacun s'investit comme il peut. Et tu vois, en fait, il faut juste monter étape par étape. Là, cette année, on lance 2 projets de fusée. Ah ouais? Ouais. Il y en aura une qui sera faite pour le C-Space 2026, donc qui sera faite pour être en 2 ans. Mais globalement, ouais, on part sur 2 projets fusées. Et globalement, ils refont une Fusex avec toute leur ancienne équipe. Donc eux, ils vont faire une billettage. Ah ouais, d'accord. Il y a une seconde vidéo sortie juste après celle-ci qui montre les interviews que j'ai eues avec une partie des membres du CLES Facile. Et une troisième vidéo sur des bouts de l'histoire du CLES que j'ai pu apercevoir lors de mes différentes visites. Cette première d'une série de vidéos a pour but de mettre l'accent sur le cœur du C-Space, qui est les différentes associations étudiantes. Et en plus, de vous montrer toutes les galères qu'il faut surmonter pour arriver à concrétiser ces projets. J'espère que ça vous a plu, et que si vous êtes sur Lyon et que vous souhaitez faire des fusées ou un jour travailler dans le domaine spatial, vous ayez appris l'existence d'une association riche en histoire et en caractère. À la prochaine, avec un autre projet et une autre association.